Bonjour à tous, bienvenue à la deuxième conférence Storycode Toulouse, qui est organisée par l'association Les Storygraphes et Estétype. Et c'est en partenariat avec Haricot qui nous reçoit ce soir dans leur joli espace de coworking. Et le Cartoon Forum qui a lieu au centre Baudis. Et GK Vision qui nous fournit le matériel pour pouvoir justement enregistrer et rediffuser la conférence sur Internet. Donc le thème de la soirée, ce sera la réalité virtuelle comme une opportunité créative pour le monde de l'animation. Et donc comme vous avez peut-être pu le constater, on n'a pas mis de point d'interrogation. Parce que pour nous, c'est un peu une certitude que la réalité virtuelle ne va pas supplanter l'animation, bien entendu, mais pour nous, c'est une opportunité supplémentaire, en fait, un nouveau terrain de jeu, tant au niveau des histoires, de ce que ça peut nous permettre de différent de raconter, tant au niveau de la fabrication que de la diffusion et des opportunités de nouveaux publics, etc. etc. Donc, pour parler de ce vaste thème, nous avons invité deux personnes à partager leur expérience. Donc, la première personne, alors malheureusement, on n'a pas pu le faire venir depuis San Francisco. Parce que bon, c'était un peu beaucoup pour juste une demi-heure. Donc Carlos Felipe León, qui est Visual Development Artist à San Francisco, donc, et il a travaillé chez Oculus Story Studio et chez Pixar. Et là maintenant, actuellement, il est chez Pixar. Le deuxième invité s'appelle Emmanuel Alain Reynal. Il est dans la salle, il va arriver par la suite. Il est producteur délégué chez Miu Productions. Et donc on va commencer d'abord par Carlos parce que comme je vous le disais tout à l'heure, chez lui il est tôt et il doit travailler à 9h du matin et donc voilà, donc on va commencer par discuter avec lui. Donc ce que je vous propose, c'est que en fait je les laisse se présenter puisqu'il n'y a rien de mieux que eux-mêmes pour parler de eux-mêmes. Et ensuite nous aurons ensemble 30 minutes par invité pour parler de leur projet, de leur approche de la réalité virtuelle. Et donc l'idée, c'est que je vais les laisser se présenter, poser une ou deux questions. Et bien entendu, vous pouvez poser des questions quand vous voulez, que ce soit avec le micro, donc Eve est là pour passer dans le public, ou comme la conférence est filmée en direct et en direct sur Twitter. Vous pouvez poser aussi des questions avec le hashtag Storycode et en fait ça apparaîtra sur l'écran. Donc voilà, vous pouvez poser des questions comme vous voulez. Soit vous pouvez parler tout simplement, soit vous pouvez aussi l'envoyer sur Twitter. Voilà, donc n'hésitez pas sur les questions. Surtout que donc on va parler d'un sujet assez pointu et spécifique dû à la présence de professionnels du monde de l'animation grâce au Cartoon Forum qui fait l'honneur d'être à Toulouse depuis quelques années et de venir jusqu'ici. Donc n'hésitez pas, si c'est trop technique de poser des questions, il n'y a pas de souci, on va essayer d'être le plus didactique possible. Mais des fois on a un peu un verbiage qui peut être obscur. Donc bonjour Carlos, désolé pour la longue introduction. Est-ce qu'il fait beau à San Francisco ? Pas aujourd'hui en particulier, mais d'habitude oui. Ah bon, bah, chez nous il fait beau, voilà. Donc est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, présenter ton parcours et au final ton métier que je n'ai pas traduit parce que en français c'est un peu compliqué avec les droits d'auteur, tout ça. Bon. J'ai préféré le laisser en anglais. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as fait jusqu'à présent et de ce que tu fais maintenant ? Je vais faire une intro vite fait, comme ça on peut passer aux questions, c'est plus important. En gros, je suis colombien à la base. J'ai fait des études d'ingénieur industriel en Colombie. Après, je me suis rendu compte que ce que je voulais faire, c'était dans un autre domaine. J'adore l'animation, donc je suis allé en France pour faire des études d'animation à Super Infocom, à Valenciennes.
donc diplômé en 2007. Et après, je suis resté en France pour travailler d'abord dans la production d'un film Un monstre à Paris chez Bibo Film. Et puis après, j'ai travaillé un peu dans d'autres studios en France, à Paris, Néomis Animation, enfin bon, bref, pour d'autres productions. Après, j'étais chez Illumination et MacGuff, en fait, qui faisait donc Moi, Moche et Méchant, le Lorax, tout ça. Donc c'était super parce que bon, c'était une super expérience pour bosser avec une équipe super. Et puis c'était vachement intéressant en fait de voir un nouveau studio être créé et puis grandir aussi rapidement. Et puis après, bah, je suis venu aux États-Unis en 2012. J'ai commencé à travailler chez DreamWorks dans leur studio ici à San Francisco. Après, je suis passé donc chez Oculus Story Studio. Et là, depuis récemment, j'ai fait un peu de freelance et là, je suis chez Pixar en ce moment dans leur section de développement. Alors, en général, en ce qui concerne mon poste, le titre officiel, c'est Visual Development. Mais en fait, c'est dur à définir parce que chaque studio définit les postes de façon différente. En France, c'est plus spécifique. En France, je faisais concrètement du design de couleurs et de lumière, alors que ici, c'est un peu plus vague. Et je pense qu'il faut un peu exprès d'avoir un terme un peu plus vague, comme ça, on peut faire un peu de tout, soit du design de décor, soit enfin, un peu de tout. Mais je dois dire que ma spécificité, en fait, ou mon expérience est plutôt dans le design de la couleur et dans le design de la lumière. Donc, ça touche un peu à la cinématographie, au design de comment l'éclairage et les couleurs vont évoluer au fur et à mesure que l'histoire évolue, en fait, dans le cinéma d'animation. Donc, voilà, en gros, un peu de quoi il s'agit. Ok, et donc tu es vite passé sur Oculus Story Studio. Ouais. Mais pour peut-être que ceux qui connaissent pas, Oculus Story Studio, c'est le studio de production que Oculus a ouvert en 2014. Donc Oculus, c'est les casques de réalité virtuelle qui appartiennent à Facebook. Facebook a racheté Oculus. Bon. Et donc le studio a ouvert en 2014 et a fermé en mai 2017. Donc toi, chez Oculus, comment t'es rentré chez Oculus? En fait, je voudrais savoir par rapport à ton parcours de designer lumière, comment tu Oui. as été recruté pour des projets VR et qu'est-ce que tu faisais dans cette équipe chez Oculus Story Studio? Donc voilà, donc Oculus Story Studio, en fait, effectivement, c'est le studio de création En fait, le but, c'est Oculus, ils ont plusieurs expériences, en fait. Parce que VR, ça peut être... Il y a beaucoup d'applications, soit dans la médecine, dans l'éducation, dans les jeux vidéo. Et puis, ils voulaient créer une structure en interne qui puisse expérimenter un peu avec la narration, on va dire. Comment est-ce qu'on peut raconter une histoire ou comment est-ce qu'on peut avoir une expérience narrative en VR. Et donc, c'était mon ancienne boss, en fait, Kendall Cronkite, qui était la production designer chez DreamWorks, qui avait fait Madagascar. Elle a aussi bossé sur L'étrange Noël de Monsieur Jack, tout ça. Et donc, c'est en fait elle et puis le directeur artistique, Goro Fujita, qui m'ont appelé pour travailler avec eux au sein du studio. Et donc, c'était super, en fait. C'était une expérience, j'étais là-bas pendant un peu plus d'un an. Ils étaient en train de finir leur troisième court-métrage, Dear Angelica. Ils ont donc fait Lost, Henry et Dear Angelica. Et donc, moi, je suis entré pour bosser dans le développement de leur prochain court-métrage qui s'appelle Wolves in the Walls et aussi pour le développement d'un logiciel de peinture en réalité virtuelle qui s'appelle Quill. Et donc, la stratégie un peu de Story Studio, ça a toujours été d'essayer de créer des projets en format plus court pour essayer de s'attaquer à différents problèmes, en fait. Par exemple, dans Lost, c'est un court-métrage avec un espèce de géant dans une forêt. C'est Et donc, l'image du milieu. Sur l'écran, c'est l'image du milieu. En fait, sur l'écran que tu vois pas, il y a une image de Henry, une image de Lost, une image de Dear Angelica. Parfait. Lost Donc, est au milieu. Le but de chacun des courts-métrages, c'était d'explorer un thème en particulier. Donc pour Lost,
c'était d'explorer la notion d'échelle et de distance, en fait. Donc, comment est-ce que ça se passe? C'est le premier truc en VR, c'est la différence avec d'autres formats. C'est cette notion de présence dans un espace, de distance et d'échelle. Donc, ça, c'est Lost. Dans Henry, le but, c'était d'essayer de créer un personnage avec qui on puisse se connecter de façon émotionnelle, de créer une espèce d'empathie par rapport à un personnage et voir si c'est possible, si ça marche, voilà. Et dans Dear Angelica, il s'agissait de changer complètement de direction artistique et de voir s'il était possible de créer un monde qui soit complètement avec un style graphique très très défini. C'est comme si on était à l'intérieur d'une illustration en fait. Donc ça c'était le but de Dear Angelica. Donc voilà. Donc là je bossais sur le développement de Wolves in the Walls, prochain court métrage, et le développement de Quill, donc l'outil de peinture virtuelle en fait. Et excuse-moi, je te coupe juste pour expliquer que Quill, si vous ne connaissez pas, c'est un peu l'équivalent de Tilt Brush. Dis-moi si je me trompe, de Tilt Brush qui est sur HTC Vive. Et c'est c'est un logiciel propriétaire d'Oculus qui est comme un outil de peinture, donc presque comme Photoshop, sauf qu'il n'y a pas du tout les layers et tout ça, mais c'est en volume et tu peux tourner autour de ton dessin. Oui, voilà. exactement. Si tu peux expliquer toi, tu expliqueras mieux. Je sais pas, vous avez des vidéos de référence, sinon je peux les montrer. En tout cas, il s'agit donc ça, c'est les vidéos que Carlos a fait. Là, on voit la vidéo avec le sanglier qui a des flèches dans le dos. Oui, voilà. Donc, en fait, il s'agit d'un logiciel. C'est un peu l'équivalence de Photoshop en réalité virtuelle. Il y a une grosse différence avec Tilt Brush. Et c'est une différence en fait qui était faite de façon intentionnelle. C'est Tilt Brush, on crée des géométries dans l'espace qui réagissent à la lumière, c'est-à-dire il y a une lumière dans la scène et donc il y a des matériaux qui réagissent à cette lumière. Alors que Quill, le but c'était vraiment de faire un logiciel qui est dédié à la peinture, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lumière dans la scène. Et tout ce qu'on voit, en fait, c'est juste les couleurs que l'on choisit de mettre. Donc, il y a pas vraiment de lumière dans la scène. C'est juste des couleurs complètement opaques ou semi-transparentes qui permettent d'avoir une approche un peu plus picturale, on va dire, que dans d'autres logiciels comme Tilt Brush ou Medium ou ce genre de choses, où il y a effectivement un moteur de rendu qui tient en compte la lumière qu'il y a dans la scène. Ok, merci. Donc merci pour la présentation. Je pense qu'on comprend mieux ce que tu as fait au sein de Oculus Story Studio. Le projet que tu as eu en développement, malheureusement, on ne peut pas vous montrer d'images parce que comme le studio a fermé, ils n'ont pas continué ce projet, donc on n'a pas le droit de montrer d'images de ce projet. Mais ce n'est pas grave. On peut quand même discuter de toi, quelle différence ça a été pour toi de travailler dans ce médium et quel a été le changement de ton appréhension du dessin, de la technique, de la mise en scène. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, surtout si tu travailles sur la lumière et l'espace, donc, de travailler dans un monde virtuel et où tu es à l'intérieur toi-même? Est-ce que tu peux nous expliquer? Donc, effectivement, il y a une grosse différence et je pense que c'est la première chose que l'on remarque immédiatement quand on passe d'un format plat ou même si c'est un film en 3D mais le résultat c'est une image plate où tu as un cadre, ben c'est justement l'absence du cadre en fait, parce que tout le langage cinématographique se base sur la composition autour d'un format ou d'un cadre, et là tout à coup ben, avec la réalité virtuelle on n'a plus ça, et puis quelque part on donne l'utilisation de la caméra et du cadrage à l'utilisateur. Et donc, ça devient plus difficile en fait de faire des décisions créatives ou de composer ou d'attirer le regard ou de designer de façon stratégique une pièce si on n'a pas le contrôle de ce que l'on montre et de ce que l'on cache.
Donc ça, c'était un peu la plus grande différence ou le plus grand obstacle, on va dire, au niveau créatif. Après, au niveau technique, il y a beaucoup de différences dans le sens où, contrairement au projet auquel j'étais habitué, donc de création de films en 3D, où on a une production qui est séquentielle, il y a différents départements qui contribuent à la production les uns après les autres. Bah, la chose qui m'a surpris le plus, c'est de voir en fait que tout marche un peu en même temps, parce que comme du coup on travaille en temps réel, on a des scènes et puis les gens ils collaborent et ils font des updates de tout ce qui est fait de façon progressive en fait. Donc quelque part il n'y a pas c'est pas séquentiel comme ça, mais tout va dans le même pot plus ou moins. Et puis il y a ça d'un côté. Et puis de l'autre côté, il y a le fait qu'il y a beaucoup de prototypes, en fait, beaucoup plus de prototypes qui sont réalisés. Contrairement, quand on testait des trucs en animation, c'est à travers de storyboards ou de prévis, de layout. Et puis ici, au moins la stratégie chez Oculus Story Studio, c'était de faire beaucoup de prototypes, justement pour tenir compte des nouveaux challenges en fait de la VR, c'est-à-dire le déplacement, l'espace, l'échelle et la façon de raconter les choses. En fait, et je trouvais que c'était super, c'est de faire beaucoup de prototypes très rapidement. Et ce qui est bien, c'est que même avec des géométries qui peuvent être très crues, on se donne très rapidement compte de ce qui marche et ce qui ne marche pas, parce qu'on a tout de suite une notion justement de l'espace et de l'échelle. Ouais, voilà. Ok, merci. Donc, il n'y a toujours pas de questions. Est-ce que vous avez une question? Ah, il y a une question. Attends, il y a le micro, parce qu'en fait, comme ça, c'est enregistré. Oui, bonjour. Bonjour. Si vous pouvez vous présenter, juste oui. dire... Alors, moi, je suis Gaël Fenegarde. Enchanté. Et, voilà. Et on travaille dans un studio de développement indépendant de jeux vidéo en VR. Parfait. Moi, la question que je me posais en regardant ça, c'est que donc, par exemple, alors là, vous ne le voyez pas, on est en train de voir donc vos illustrations que vous avez faites en VR avec l'outil Quill, a priori. Et donc notamment, oui. Par exemple, je regardais la scène avec le bison dans la forêt. C'était pour savoir, par curiosité, quel était le genre d'échelle de temps pour réaliser ces choses-là. Et si vous pensiez que dans un avenir de quelques mois ou années, on allait avoir peut-être des courts-métrages comme ça en VR qui seraient réalisés uniquement avec des séquences d'instantanés comme ça, peintes en espèce de peinture dans ce style-là, plutôt que d'avoir, comme aujourd'hui, surtout des animations en véritable 3D sur lesquelles on dit, par exemple, celui-ci va marcher. D'accord. Ben, en fait, moi, personnellement, j'étais surpris de la rapidité avec laquelle on peut travailler avec ces outils. Et en fait, Quill est un logiciel qui continue à être développé au sein de Facebook. Et je suis toujours en contact avec eux. En fait, c'est cool parce que on peut demander des trucs et puis ils vont les mettre dans le logiciel, donc c'est super. Mais en tout cas, ça permet, enfin, on travaille assez rapidement dans Quill. Il y a a priori, on pourrait croire que c'est plus lent parce qu'en fait, au lieu de peindre tout à partir d'un point de vue, il faut peindre autour de tous les volumes, mais en même temps, on gagne du temps ailleurs. C'est-à-dire que ben, déjà, tout ce qui est perspective, ben, c'est donné, puisqu'il faut pas faire de dessin en perspective correcte ou volume ou je sais pas quoi, parce que ben, en étant déjà dans un espace et dans un volume, ben, la perspective elle va marcher immédiatement et en fait, et les volumes, on procède, enfin, en tout cas personnellement, je procède en créant des volumes qui c'est comme si on faisait le point de milieu entre la sculpture et la peinture en fait. Donc c'est là qu'on gagne du temps en fait au niveau du dessin, de la perspective et même de la composition. On peut tester des trucs très rapidement. Donc voilà. Donc en fait c'est très vite. Ce sanglier là par exemple je l'ai fait en peut-être moins d'une demi-heure. Donc oui ça va très vite. En ce qui concerne la production de projets en entier qui peuvent être faits avec ces techniques-là, ben, en fait, ça a déjà été fait. Dear Angelica, c'est un projet qui a été fait entièrement avec Quill. Et d'ailleurs, Quill a surgi par les besoins de la production de Dear Angelica. Donc, c'est parce que l'on voulait faire un film qui avait l'air d'une illustration
que le logiciel a été créé en fait. Donc oui, c'est tout à fait possible, ça a déjà été fait et je pense que ça, au fur et à mesure que le logiciel continue à évoluer, ben, ça va être de plus en plus le cas, quoi, je pense. Ouais. Donc, après la conférence, vous pourrez tester. Alors, pas grand monde pourra parce qu'on a un casque, mais vous pourrez tester Dear Angelica si vous voulez. Et donc, j'avais une question précise justement sur Dear Angelica. Combien de personnes ont travaillé sur Dear Angelica et combien de temps ça a pris de le faire? Parce que ça fait à peu près 15 minutes pour ça. Oui. Donc c'était Oculus, c'était une petite équipe en fait. Moi, je ne faisais pas partie de l'équipe de Dear Angelica, mais en gros, je pense qu'il devait y avoir moins de 20 personnes dessus. Et ça, c'est en tenant compte des gens qui étaient à la production, réalisateurs, tout ça. Et en fait, ce qui est bien, c'est que quelque part, ben, les artistes, ils peuvent vraiment prendre les reins de la production au niveau du style, parce que là, du coup, ils ont cherché une artiste qui s'appelle Wesley Osbrook, qui était la directrice artistique sur le projet. Et donc, en fait, c'est elle qui a fait toutes les illustrations du film toute seule. Bon, ça prend du temps parce que ce sont des illustrations qui sont assez complexes, mais quelque part, il n'y avait même pas besoin d'avoir une équipe d'artistes, c'était juste une personne qui faisait ça, et il y avait beaucoup de support du côté technique, d'ingénieurs, tout ça. Mais ça a pris longtemps, Dear Angelica, parce que bon, il y a toujours une étape d'écriture du projet, à part la fabrication du projet, il y a toute cette étape de préparation d'écriture qui prend du temps, qui est d'ailleurs le plus important, à mon avis. Et qui est très réussi dans Dear Angelica. Oui, je pense que ça marche bien. Oui. Et donc ça a pris un peu plus de temps. L'autre chose avec le VR, et c'est un peu ce qui s'est passé avec Dear Angelica, c'est que comme on travaille en temps réel et qu'on peut changer et améliorer les choses dans une scène très rapidement, assez facilement, en fait, c'est plus dur de finir, justement, parce que quand on, dans une pipeline traditionnelle, quand on passe d'un métier à l'autre, de storyboard à rough layout, tout ça, il y a une date pour passer un peu le travail au département suivant, alors que là, tous les départements peuvent travailler en parallèle et puis collaborer dans une même scène. Donc, quelque part, c'est super, ça donne beaucoup de flexibilité, c'est génial de travailler en temps réel, de changer d'avis, de changer un éclairage, de changer un personnage, mais du coup, ça devient plus dur de se dire que c'est fait, que c'est fini. Donc, on peut peaufiner jusqu'à la dernière seconde, on peut décider de changer tout et n'importe quoi. Donc voilà. Et la spécificité de Dear Angelica, c'est que c'est principalement du dessin animé, c'est-à-dire que c'est la création du dessin qui est animé, mais c'est pas du dessin animé comme image par image, vous voyez, comme chez Disney où on voit le personnage qui bouge. Donc, est-ce que la technique classique, on va dire, de dessin animé serait plus longue à faire plutôt que là, c'est des images fixes qui sont animées en train d'être dessinées, quoi. Ouais. Voilà. Oui, complètement. Ce serait beaucoup plus laborieux, je pense, que d'animer quelque chose. Mais à mon avis, et ils sont en train de travailler sur ce genre d'outils, en fait, d'animation dans Quill. À mon avis, ça prend aussi longtemps que de faire une animation traditionnelle parce qu'il faut bien dessiner image par image, voilà, quelque part. Okay. Donc en fait, ça change pas plus que ça le rendement, pour utiliser un mot pas très joli. Après, ce qu'il y a dans Quill aussi, c'est que toute la géométrie que l'on crée, on peut la rééditer même une fois qu'elle a été peinte. Donc il n'y a pas de raison pour que l'on puisse pas prendre une peinture d'un personnage et puis la modifier légèrement avec des outils 3D pour faire que ce serait un peu entre la 2D et un rigging 3D en fait. Donc je pense que là, encore une fois, je pense qu'il y aurait moyen d'aller un peu plus vite que s'il s'agissait de devoir dessiner comme un anime traditionnel, un dessin à la fois. Juste pour ceux qui ne savent pas, le rigging 3D, c'est la marionnette 3D en fait. Donc en gros, c'est entre le dessin et une fois qu'on a créé le dessin, ça crée un modèle comme si on avait une marionnette et après on peut l'utiliser, donc ça va plus vite.
Est-ce qu'il y a une autre question? C'est pas grave, j'en ai moi aussi, mais bon, si vous en avez vous, c'est mieux. Du coup, tu dis que vous travaillez tous en parallèle. Est-ce que vous travaillez tous avec des casques, vous avez mal à la tête à la fin de la journée et vous parlez pas? Donc comment ça marche? Est-ce que vous travaillez en simultané tous ensemble sur la même scène? Est-ce que vous voyez l'autre dans la scène? Voilà. Comment ça marche? Est-ce que c'est En fait, ouais, c'est marrant parce que même, je me rappelle très bien de ma première journée de travail chez Oculus. Je suis arrivé, il y avait tout le monde avec un casque en train de faire des gestes en l'air. Je me disais, mais ça fait bizarre au début de se dire, ouais, voilà. Mais bon, après, de bosser en parallèle, c'est super pour les raisons dont on a parlé. Il existe déjà des outils en fait pour occuper le même espace virtuel et pouvoir collaborer. Il y a des studios qui ont développé leurs outils propriétaires et il y a aussi d'autres outils qui sont en train de sortir. Donc ça, c'est une certitude en fait, je pense, pour l'avenir. Même au sein de Facebook, ils ont créé une appli qui s'appelle Spaces, où en fait c'est des espaces de réunion où on peut, avec des avatars, occuper un espace virtuel et chacun des utilisateurs peut être n'importe où, mais ils peuvent partager un espace de travail. Donc ça c'est intéressant. Donc ouais, je pense que tout ça est possible en fait, mais je pense que ce n'est que maintenant que ça commence à être implémenté. Des questions? Non, toujours pas. Donc, est-ce que pour toi, ton expérience dans la réalité virtuelle, ça a été un plus sur tout, ou est-ce qu'il y a eu des contraintes nouvelles qui t'ont dérangé, ou en fait, par exemple, peut-être là maintenant, tu es revenu chez Pixar, on en reparlera tout à l'heure, mais peut-être que maintenant, tu t'es revenu au dessin sous Photoshop et tu es content aussi parce que tu avais des contraintes autres En fait, moi, je pense que, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse en tant qu'artiste, c'est presque pas vraiment le médium, mais juste, en fait, des questions de comment résoudre un problème créatif. Si demain, je devais faire un projet en découpant des bouts de papier et tout ça, ça peut être super et je pense que je serais aussi content de faire ça qu'autre chose. Après, ce qui est vrai, c'est que la VR permet de faire des trucs qu'on ne peut pas faire dans d'autres médiums, donc ça, c'est super. Au niveau des contraintes, on va dire que oui, il y a encore des problèmes à résoudre en réalité virtuelle. Bon, il y a toujours un câble, c'est pas super. Il y a le fait que, bon, de porter un casque pendant très longtemps, bah, on s'en lasse un petit peu. Mais on peut passer des heures dessus, ça va. Après, c'est un niveau de tolérance qui change d'une personne à l'autre, en fait. Moi, personnellement, je ne bossais pas toute la journée dans Quill. Je faisais 2 heures par-ci, puis après, je revenais sur Photoshop, faire quelque chose. Donc, j'essayais d'être un peu stratégique de façon à ne pas être là-dedans tout le temps, quoi. Donc, je pense qu'on peut s'adapter à ce genre de choses. Toujours pas de questions? Non? Ah, si, une question. Non, mais toutes les questions sont intéressantes. Oui, bonjour, Julien Demarque, je travaille aussi dans un studio de jeux vidéo indépendant, un petit studio. Et du coup, c'est une question, j'allais dire, de potin économique. En fait, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Oculus, sur la fermeture de ce studio? C'était ma prochaine question. Ah, désolé. Non, mais j'adore les potins, donc c'est pas du tout une question bête. Hein. Et en fait, c'est une question, j'allais dire, d'autres pratiques, parce que même si on peut exporter, j'allais dire, sur tous ces casques-là, en fait, donc on achète l'Oculus, on nous dit que le boss se barre, que le studio ferme, alors on achète l'HTC, ensuite l'HTC est en difficulté, ils vont vendre l'HTC, après Microsoft va sortir plein de casques en décembre. Du coup, quelle est votre vision, vous qui êtes dans ce marché-là, de l'avenir, en fait, j'allais dire, du marché, en fait, voilà. Je pense que ça, c'est la grande question. Je peux donner un peu mon intuition par rapport au sujet. Je pense que ça, c'est une question que tout le monde se pose. Après, ce que je pense, c'est qu'il y a une question d'accès à ces technologies qui reste qui reste une technologie très chère pour l'instant. Même si les casques, ils ont baissé de prix, il faut quand même avoir un ordi qui tourne bien derrière. Il y a aussi le fait que le casque soit attaché à un ordi,
Je pense que la technologie va devenir moins chère par des économies à échelle, en fait. Et même dans l'avenir, je sais pas, tout le monde est en train de travailler pour avoir un casque qui marche tout seul, quoi, je pense. Ça, c'est, qui n'a pas besoin d'être accordé. Ça, c'est un peu l'idéal, en fait, de toutes les entreprises qui sont en train de développer du nouveau hardware là. En ce qui concerne le marché, je pense qu'il y a beaucoup d'applications qui vont marcher, c'est sûr, quoi, dans l'éducation, je pense que dans la médecine, il y a beaucoup d'applications qui ont des avantages, qui sont très clairs, très concrets, dans l'architecture, dans le design intérieur, tout ça. Le VR permet d'avoir des trucs ou de présenter des outils pour des clients que l'on ne peut pas trouver ailleurs. Ça permet de travailler plus vite aussi. Donc, dans ce domaine-là, je pense que c'est un peu une certitude que ça va marcher. Dans le domaine du jeu vidéo, je pense que c'est le cas aussi. Les jeux vidéo, il suffit juste qu'il y ait plus de gens qui achètent le truc ou quoi. Mais je pense que le jeu vidéo, il s'agit justement de transporter des gens dans un monde et puis faire des trucs. Et je pense que le VR s'adapte très bien pour ça. Donc là, en ce qui concerne la fermeture de Story Studio, on peut lire ça de différentes façons. Et la façon dont ça nous a été présenté, je pense que c'est pas forcément le message n'était pas genre Oculus ne croit plus en la création d'histoires ou de narration pour le VR. Au contraire, ils voulaient ne pas être contraints par avoir juste un studio qui était en train de créer du contenu pour eux. C'est-à-dire, ils ont pris le budget et ils se sont dit, au lieu d'avoir une équipe de gens qui fait des trucs, on préfère ouvrir ce budget-là et puis recevoir des idées de partout dans le monde, en fait. Comme ça, on a plus de variété et plus de projets intéressants qui peuvent venir. Et donc, ils auront plus de choix, en fait, pour financer des projets qui viennent de partout, en fait. Donc, en fait, c'est pas comme s'ils avaient annulé le projet, le projet. C'est juste ils ont pris ce budget-là et puis ils l'ont mis à disposition de partout dans le monde, en fait. N'importe qui peut appliquer pour Oculus avec un projet et puis voilà. Donc c'est quoi l'adresse où on peut envoyer notre projet pour avoir plein de millions Je ne suis pas sûr, mais je suis sûr. Enfin, quelque part sur le site d'Oculus, forcément il doit y avoir quelque chose. Oui, contact @Oculus. Oui, quelque chose comme... Moi, je ne sais pas parce que moi, j'ai jamais été du côté du développeur, donc je ne sais pas vraiment comment ça se passe ou quel est l'axe. Mais en tout cas, je pense que c'est bon à savoir que Oculus n'a pas juste fermé le projet, c'est juste il a déplacé les moyens d'un studio en interne et a ouvert une espèce d'espace en fait pour que n'importe qui puisse créer des contenus. Voilà. Ok, bon, on passera par toi alors. Mais est-ce que tu penses que maintenant que tu es revenu chez Pixar un peu, est-ce que tu travailles, est-ce que ton expérience en réalité virtuelle est valorisée chez Pixar? Est-ce que tu penses que la réalité virtuelle peut être implémentée dans un pipeline, dans une chaîne de production d'animation classique au final? Est-ce que ça peut être un moyen par exemple, de rapprocher le storyboard du layout, etc. Oui, complètement. Je pense que, hormis les projets qui sont développés pour la VR, je pense que la réalité virtuelle en soi est un outil qui est très puissant pour la création sur d'autres formats. Par exemple, sur notre projet Wolves in the Wall chez Oculus, on se servait de Quill, de Medium, de tous ces logiciels-là pour créer le projet, mais aussi pour tout le développement du projet. C'est-à-dire qu'on faisait du design de décor ou du layout et tout ça dans Quill, et on pouvait faire des dessins en volume très rapidement, voir ça avec le réalisateur, on pouvait changer des choses très rapidement. Et je pense que même quand il s'agit de créer un film qui va être projeté sur un écran, le développement, je pense que les outils de réalité virtuelle sont
très puissant en fait pour le développement, pour la création de décors, de personnages, faire des sculptures. Par exemple, enfin, quand on voit n'importe quel logiciel 3D, Maya, Max ou n'importe quoi, enfin, c'est super complexe comme interface. Mais une grande partie de la complexité, on va dire, vient du fait qu'il faut naviguer un espace 3D en regardant sur un écran. En étant dans la réalité virtuelle, il y a plus ça en fait, ça n'existe plus cette contrainte de navigation ou de déplacement. Donc on peut se concentrer juste sur la création et le fait de pouvoir utiliser ses mains directement pour faire quelque chose au lieu d'une souris et un curseur. En fait, ça change tout. Donc je pense que ça va être quelque chose qui va être utilisé en fait pour d'autres productions. Ouais. Il y avait une question apparemment. Bonjour, Jean-Michel Bonjour. Cazenave, je suis chargé de projet audiovisuel, monteur de métier, old school, hein, pas VR. Et depuis tout à l'heure, on parle d'outils, de techniques. Et comme métier, de ce que je connais de la réalité virtuelle, je vois des paysagistes, je vois des architectes, d'intérieur ou pas, des peintres, des sculpteurs. Je me posais la question de savoir comment évoluer le métier de réalisateur. Est-ce que ce sont des gens qui sont issus de la vidéo, de l'animation traditionnelle? Est-ce que c'est un métier qui va migrer plutôt vers des formes que pourrait prendre le metteur en scène de théâtre? Voilà. Quels étaient vos rapports avec ces gens-là qui se disaient réalisateurs de réalité virtuelle? Oui, bah c'est très intéressant en fait parce que Story Studio, ça a été créé par des anciens de Pixar, de DreamWorks, de DLM, donc des grosses boîtes en fait qui viennent du domaine de l'animation et des effets spéciaux. Mais de plus en plus, on voit que la réalité virtuelle, il y a pas que, on va dire, la réalisation de volumes 3D ou d'images rendues en 3D. Il y a aussi tout un aspect de live action en réalité virtuelle avec des caméras qui peuvent filmer à 360 degrés en stéréo et donc qui peuvent recréer une scène qui a été donc filmée ou photographiée à partir d'un vrai environnement et qui peuvent être montrées en réalité virtuelle. Donc en ce qui concerne la réalisation, il y a toutes les possibilités en fait, enfin tout est possible en fait. Et donc il y a des réalisateurs qui viennent du cinéma d'animation, il y en a d'autres en fait qui viennent du live action. Et effectivement, je pense que le métier de metteur en scène ou la mise en scène théâtrale, je pense que ce métier-là devient plus, enfin c'est ce qui s'adapte le mieux, je pense, à la création de projets en réalité virtuelle parce qu'il faut tenir compte de justement cette notion d'espace, de déplacement, d'échelle, de volume, de lumière. Donc effectivement, en tout cas dans ma tête, mon approche de design des projets en réalité virtuelle est beaucoup plus proche d'un design de théâtral en fait que de film en fait. Parce que justement le fait de ne pas avoir un cadre et tout le langage cinématographique tourne autour du cadre et de la composition filmique autour d'un cadre. Quand on n'a pas de cadre, ça devient du théâtre en fait. Sans les contraintes du théâtre, c'est-à-dire on n'est pas contraint à la scène et puis on n'est pas non plus contraint par les forces physiques en fait. On peut avoir des trucs qui lévitent, on peut avoir n'importe où, on n'a pas besoin de cordes, de poulies, de contrepoids, rien de ça en fait. Donc quelque part, il y a beaucoup de potentiel, effectivement. Donc là, on en est à 40 minutes exactement. Donc je ne sais pas si il y a peut-être le temps d'une question, mais sinon, il faut laisser Carlos retourner travailler. Une dernière question. Là, juste là, Eve. Ah oui, ou le monsieur derrière. Il y en a deux, mais. Oui, c'était par curiosité. Je voulais savoir si tu avais du coup travaillé avec plusieurs artistes, parce qu'on a vu donc il y a des fois des petits soucis d'inconfort quand on fait tester des casques VR à des gens. Est-ce que quand on a le moment où on est entre parenthèses obligé d'utiliser un casque VR, est-ce que par exemple tu sais si toi dans les studios où tu as travaillé, il y a vraiment des artistes qui ont essayé le casque et qui même après avoir fait les quelques heures on ne dit pas d'accoutumance, mais du fait de s'habituer, ont vraiment dit non, moi je ne peux pas travailler en VR, c'est carrément physiquement pas possible.
Je pense qu'il y a deux aspects. Il y a le côté physique et puis il y a aussi un côté un peu émotionnel. Je pense qu'il y a des gens pour qui c'est choquant justement de tout à coup entrer dans une autre réalité en fait. Moi j'ai rencontré des gens en fait qui ont mis le casque et du coup c'était un peu déstabilisant au niveau émotionnel en fait. Donc il y a ça d'un côté, c'est clair, voilà. Du côté physique, la plupart des gens enfin, c'est vrai qu'il faut quelques heures en fait pour s'habituer à tout ça, mais la plupart des gens, enfin, j'ai pas rencontré des gens qui ne se sont pas habitués. Après, il faut juste avoir envie de le faire, quoi, je pense, ou avoir envie de passer du temps là, de créer et tout ça. Moi, personnellement, je pense que c'est une question d'équilibre aussi. Je suis pas non plus défenseur de la VR au point que, ben, et ça va arriver, le point où les gens préfèrent vivre leur vie virtuelle que leur vraie vie. Et donc, il y a des connotations un peu plus morales et tout ça qui sont je pense, tout à fait valables. Mais je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Mais j'ai pas rencontré des gens qui ne se sont pas adaptés après un certain moment. Il faut juste avoir envie de le faire, quoi. Juste, elle est rapide la dernière question. Une dernière question et après on arrête. Oui, ok. C'est surtout la réponse, on verra. Donc, Romaric de France, de Calixen, nous on fait du son pour la réalité virtuelle et justement, je me demandais comment vous avez travaillé justement sur le son, sur ces expériences, vu que vous bossiez en permanence et en même temps sur la création des décors. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé chez Oculus, on était une petite équipe et donc du coup, on était très proche de tous les départements, des ingénieurs, des développeurs, des codeurs, des réalisateurs et aussi des designers sonores. Donc, c'était très intéressant pour moi parce que du coup, j'ai pu avoir des conversations avec eux que je n'aurais jamais eu dans un autre studio où les choses sont plus séparées en fait. Et au niveau du son, il y a énormément de potentiel aussi à faire. Le genre d'expérimentation qu'ils étaient en train de faire, c'est tout d'abord avoir du son qui est localisé dans l'espace, c'est-à-dire on a des sources sonores en fait qui peuvent être placées dans un espace en volume, et c'est-à-dire ou même des sons interactifs, on peut déclencher des sons par notre mouvement ou par une distance par rapport à quelque chose ou après une action. Donc en fait, dans la même mesure que l'on peut faire n'importe quoi au niveau créatif, je pense que le son, pour revenir à cette question de mise en scène théâtrale, le son est juste un de ces éléments-là avec lesquels on peut jouer presque sans avoir les contraintes de la vraie vie, c'est-à-dire on n'a pas de haut-parleur à mettre quelque part, on n'a pas des câbles à raccrocher n'importe où, et on peut tout programmer, c'est-à-dire on peut avoir un son qui n'apparaît que si on est à une certaine échelle, ou on peut avoir un son qui se balade, ou une source sonore qui se balade avec l'utilisateur et qui sonne juste au bon moment, ou qui est fixée dans l'espace. Enfin, on peut vraiment faire n'importe quoi. Ou on peut avoir une ambiance sonore qui a un certain écho ou qui est omniprésente dans la scène. Donc tout est possible et je pense que ça devient très intéressant avec nos deux oreilles quand on peut vraiment percevoir le son. Et ça, les écouteurs d'Oculus sont très bons pour ça en fait, et pour pouvoir placer des sons dans l'espace. Donc ça, c'est vachement intéressant aussi. Bon, merci beaucoup, Carlos, pour ton temps. Et à bientôt pour merci de pour nouvelles aventures. Ouais. Passe le bonjour à monsieur et madame Pixar. Non, oui, avec plaisir. À bientôt. Merci pour Ah, il n'y a plus son. On t'a déjà coupé. Au revoir. Donc, Emmanuel Alain, je t'accueille sur le... Alors, donc je vous présente Emmanuel Alain Rénal, producteur chez Miou Productions. Et donc, j'en dirai pas plus, tu es la meilleure personne pour te présenter toi-même.
Très bien, eh ben, je vais me présenter. Alors bonjour, donc je suis producteur, j'ai commencé d'abord une carrière de réalisateur et j'ai arrêté pour le bien du cinéma français. Et du coup, après une première expérience de production, j'ai monté Mio Production il y a 8 ans, 2009, qui est devenu rapidement un studio d'animation. Mio Production, on est basé à Paris, on a une vingtaine de postes à Paris et on a ouvert depuis 1 an et demi 2 studios, un à Angoulême au sein du Polymage Magélis et l'autre à Bourg-les-Valences à la cartoucherie. Voilà, donc on produit essentiellement du court-métrage et du documentaire animé, beaucoup de 2D. Et on est en développement actuellement d'un premier projet de série de 52 x 11 pour un jeune public, du coup, puisque les courts-métrages sont plutôt à destination d'un public adulte. Vodou Miaou, qu'on avait présenté il y a 2 ans au Cartoon, et qui est actuellement en développement avec Disney Yemier. Et puis un deuxième projet de série qu'on a présenté hier. Et on est également en train de développer, de financer un long-métrage d'animation adulte 2D qui s'appelle Domenica. Voilà, je pense que c'est... D'accord. Et ton studio, quand même, c'est ta société de production et une société de production avec une qualité assez pointue et artistique. Il y a plein de studios avec différentes lignes éditoriales. La tienne est assez marquée et voilà, artistiquement et engagée pour les adultes, etc. etc. Est-ce que toi, comment t'en es venu à créer et à coproduire un projet en réalité virtuelle? Est-ce que tu peux nous parler du projet qui t'a amené à cette démarche? Alors moi au départ c'est un peu comme tout d'ailleurs, je ne me suis pas dirigé naturellement vers la réalité virtuelle, c'est plutôt elle qui est venue à moi dans le cadre d'un projet. Souvent j'ai des affinités on va dire plastiques, mais par exemple plus sur la 2D, mais je viens de signer un projet 3D parce que je l'ai trouvé époustouflant. Là c'était un peu la même chose, le projet Nothing Happens m'a tout de suite plu dès que je l'ai vu et c'est un projet qui a la particularité d'avoir une forme plus classique, on va dire, une forme de court-métrage d'une durée de 10 minutes et une expérience VR. Et voilà, on est rentré dans ce projet parce que d'abord une rencontre avec les réalisateurs, Michel et Ulrich Ranot, je ne sais pas si vous les connaissez, mais c'est des noms dans le cinéma d'auteurs d'animation, multi-sélectionnés et primés dans beaucoup de festivals, et notamment à Annecy. Voilà, en fait, un vieil ami, Simon Rouby, qui est réalisateur aussi d'animation, qui avait réalisé le long métrage Adama, m'a dit d'aller faire un tour à Viborg au Danemark et d'aller rencontrer ces 2 réalisateurs parce que ça valait le détour et c'est ce que j'ai fait, j'ai pris un avion, j'y suis allé et puis on s'est rencontrés et on est parti sur cette aventure. Que vous dire sur Nothing Happens, c'est un projet qu'on vient de terminer, il a commencé sa carrière magnifiquement puisqu'il a été sélectionné à Annecy tant en court-métrage qu'en VR. Il a gagné 2 prix à Annecy et il vient de faire sa première mondiale à la Mostra de Venise en VR. Il était projeté donc la semaine dernière dans le cadre de ce beau festival. Félicitations. Merci. Est-ce qu'on peut regarder un extrait? C'est le teaser. Pardon. Non, ça c'est le C'est teaser, le teaser de de l'expérience VR. On va montrer le teaser.
Donc c'était une grosse comédie, hein, comme vous pouvez le constater. Et est-ce que tu veux qu'on montre juste les images du teaser du Oui, court-métrage du pour teaser voir, du pour que vous court-métrage. voyez la continuité graphique entre les deux univers, qui est quand même très forte. Donc, ma première question, avant qu'il y en ait des milliers dans le public. Ouf, au moins. En fait, quelle idée saugrenue non, mais comment l'idée vous est venue de faire et un court-métrage et un court-métrage en réalité virtuelle, et qu'est-ce que apporte un médium versus l'autre, voilà. Il y a plusieurs choses. La première chose, je pense que c'est toujours comme ça, c'est une rencontre. C'est une rencontre entre des réalisateurs et un créateur, un virtuose, ça c'est mon point de vue, de ce médium. Et voilà, et la rencontre s'est faite à Viborg. Viborg, c'est une petite ville en haut du Danemark dans laquelle on peut trouver une école d'animation célèbre en Europe, The Animation Workshop, et un campus en fait dédié à l'art. Et c'est assez étonnant parce que c'est comme dans un espace comme celui-ci, on sait que quand on mélange les talents et les horizons, des talents qui viennent d'horizons différents, et ça peut créer des œuvres. C'est ce qui fait aussi la particularité du pipeline de fabrication de la VR, c'est-à-dire que cette rencontre s'est faite au milieu de la fabrication du court-métrage. Au départ, le court-métrage classique était l'œuvre unique, et cette rencontre s'est faite durant le processus de fabrication. Et donc ça, c'est un des premiers éléments. Le deuxième élément, c'est une volonté de Michel et Oury. Ils le disent, je les répète, ils disent qu'en gros, ils ont un devoir d'utiliser ces nouvelles technologies en tant que raconteurs d'histoire et en tant que plasticiens et qu'artistes, et qu'ils ne peuvent pas ne pas s'y intéresser et ne pas les éprouver. Donc voilà, ça c'était la deuxième chose. Et la troisième chose, je l'ai oubliée, mais... Donc en fait, Michel et Oury, c'est oui, la troisième couple, chose, c'est pardon. Vas-y. Michel et Oury, c'est un couple. C'est les réalisateurs qui sont. Voilà. Ouais. Et après, il y a une troisième personne qui voilà, est Milan, voilà, qui lui, réalité virtuelle. Voilà. Et la troisième chose, c'est que tu parlais de pourquoi en termes de fond. Là, on va parler de rencontres, mais le film est sur être regardé et être regardé. Et en fait, la VR interroge ça également. Et je sais que tu vas me poser une question un peu plus tard, mais je te coupe l'herbe sous le pied. C'est pour ça aussi qu'on a pensé à une installation. C'est-à-dire qu'au-delà de simplement d'un objet vert, il y a une installation. Il va très loin dans mon déroulé parce que c'était la dernière question. Mais non, mais je fais un teasing. Maintenant, je dis pas plus. On en reparlera tout à l'heure. Donc du coup, comme cette rencontre s'est faite au milieu de la fabrication du court-métrage, il a fallu trouver une grosse volonté de faire cet objet VR. On a trouvé les soutiens financiers pour la fabriquer. Et ensuite, il a fallu quand même ne pas repartir à zéro et utiliser ce qui avait été fait en classique pour pouvoir l'intégrer en VR. Donc je vais dire deux mots de la technique. Je pense qu'il y a un petit making-of aussi qu'on peut lancer. C'est un petit making-of sur la fabrication du court-métrage. Donc du coup, après, il a fallu utiliser ces éléments pour les intégrer à un univers VR. Donc on a utilisé le décor. Je ne suis pas très technique, je suis très 1.0, donc s'il y a des gens techniques dans le public, désolé par avance. Donc on a créé un décor, on a créé une sphère 360 et, sur Unity. Et ensuite, on a intégré les animations. Deux contraintes là-dedans. La première, c'est que ces animations, elles sont flat, c'est 2D. Donc, il a fallu régler ce premier problème. Et le deuxième, c'est que les animations avaient été pensées pour un cadre. Alors là,
Comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de cadre. Donc, par exemple, un plan américain, comment intégrer le personnage ou l'animation alors que le spectateur voit maintenant les pieds. Ben, voilà, il a fallu trouver des tricks, des astuces en termes d'écriture. Je suis obligé de vous dire 2 mots quand même de l'histoire du film sans vous dévoiler si je suis obligé de toute façon, pour que vous compreniez bien. En gros, le film est assez expérimental, fonctionne sur un dispositif. On n'a que 3 cadres dans le film. Un cadre sur des musiciens qui sont en train de jouer, un cadre sur des corbeaux dans un arbre, et un 3e cadre sur des gens qui sont en train de regarder la caméra. On ne sait jamais ce qu'ils regardent. Tout le court-métrage repose sur le hors-champ et sur que font ces gens qui se rassemblent pour regarder quelque chose qu'on ne voit pas. Puis, au milieu du court-métrage, un coup de feu retentit et on comprend que ces gens assistent à une exécution et on regarde cette foule se disperser pour reprendre son activité normale. Voilà, donc quand je dis c'est un film sur regarder et être regardé, la VR a apporté ça, c'est-à-dire que du coup, alors que dans le court-métrage, on est vraiment enfermé dans ce dispositif de mise en scène, on a l'impression que la VR va nous donner une liberté, peut-être. Oui, j'avais hâte d'essayer la VR pour savoir ce que j'allais pouvoir en faire voir. Et pas du tout. Et non. Il n'y a pas de raison, ça s'appelle Nothing Happen, c'est pas de raison que dans la... mais par contre, le personnage est plongé dans cet univers, observe, cherche, essaye de comprendre ce qu'on observe, mais il est lui aussi observé. Il est lui aussi observé parce que il est sur un tas de terre, c'est une installation avec un tas de terre au sol, et le personnage, le spectateur a le casque et est sur ce tas de terre, il y a tout un dispositif scénique autour de lui. Et en fait, ce qui était important pour les réalisateurs, c'est que le spectateur, au moment où lui cherche à voir, il est en fait observé par tous les gens qui sont autour, qui attendent leur tour, mais aussi qui passent. Et donc vous avez commencé le court-métrage, vous aviez, je suppose, écrit un scénario avant de commencer la fabrication du court-métrage. Une personne est venue, vous a proposé de faire un dérivé en réalité virtuelle. Est-ce que là, vous êtes reparti sur la phase scénario? Est-ce que vous avez travaillé avec un scénariste qui avait davantage l'habitude de la réalité virtuelle, ou est-ce que ça a été de manière empirique des tests et des réflexions sur comment justement détourner les problématiques techniques plus que narratives, ou voilà. Est-ce que tu peux... Là, il y a une chance pour le projet, je pense, c'est le soutien du Danish Film Institute et un soutien qui a été direct sur l'expérience VR, en sachant que nous, côté financement, pour parler un peu prod, côté financement, on est intervenu essentiellement sur la fabrication du cours. La fabrication du cours rentrant dans la fabrication de la VR. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas allé chercher des soutiens CNC sur la VR, parce que toute la fabrication s'est faite au Danemark et qu'on ne pouvait pas justifier de dépenses. La chance a été du coup le soutien du Danish Film Institute et le fait qu'on n'ait pas eu de dossier à monter. Donc du coup les auteurs sont rentrés dans un processus de vraiment... ils ont mis la main dans le cambouis, et tant en termes de solutions techniques que d'écriture, ça s'est fait par test, par essai, par échec. On a vu plusieurs versions avec des narrations différentes, et au fur et à mesure on est arrivé à cette forme-là. En sachant que ça aussi, je le dirai un peu après, mais on repart sur une aventure de coproduction entre le Danemark avec Michel et Uri sur un prochain projet qui aura aussi une forme classique et une forme VR. Sauf que là, du coup, comme on sera en amont, du coup, on va inverser le processus et le pipeline, c'est-à-dire qu'on va créer et écrire d'abord pour la VR pour pouvoir se servir de ce qu'on a fait en VR et créer le court-métrage. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Une question devant, Eve. Moi, je voulais simplement... Excuse-moi, est-ce que tu peux te présenter pour savoir qui tu es, d'où tu viens? Jamila Missoum. Vous ne connaissez pas tous déjà? Non. Non. Et donc, vous faites quoi dans la vie, madame? Je suis productrice. Voilà, merci. De dessins animés, bizarrement. Donc, moi, je voulais juste savoir ce qu'a apporté concrètement la VR par rapport au court-métrage classique. C'est que le spectateur qui met le casque, il devient voyeur au même titre que les personnages du film, puisque l'exécution qu'on ne voit pas dans
dans le court-métrage, on la voit, j'imagine, dans la VR, puisqu'on est en 360. Non plus. Non plus. Alors voilà, c'est pas très clair. C'est ce qui est assez frustrant. Comprendre. Alors justement, si on ne devient pas voyeur, j'aimerais comprendre quelle a été la démarche et pourquoi, qu'est-ce qui a motivé ce film en VR. Parce que pour moi, c'est pas encore clair. Le film en VR, c'est une expérience. Donc on ne vit pas le film de la même façon. On ne vit pas en tout cas le dispositif de la même façon quand on le voit dans une salle de cinéma ou quand on le voit en VR. C'est vraiment une autre expérience. Ça, c'est la première chose. Il y a une narration qui est quand même un peu différente dans la version VR et qui est aussi née, pour parler d'écriture, qui est aussi née du fait des contraintes techniques. Je parlais tout à l'heure des problèmes de cadre. On a beaucoup d'animations, notamment les animations de face, puisque j'ai parlé de 3 cadres dans le court-métrage. Les animations, on est face au spectateur, ils sont tous coupés au niveau de la jambe. Et donc, du coup, on ne pouvait pas réutiliser ces images. Et du coup, le dernier, on est sur 4 séquences dans la VR, c'est-à-dire que le spectateur voyage, il y a des cuts, il change d'endroit, il est un moment dans l'arbre autour des oiseaux, et à la fin, il est dans la fosse. Et du coup, il est dans la fosse, on a vu un plan, il est dans la fosse et il regarde ces gens le regarder d'au-dessus. En fait, ce qui est... Bon, du coup, on dévoile quand même beaucoup l'expérience. Le mieux, ça aurait été de montrer le film. Oui, le mieux, ça aurait été de le montrer avant, mais en fait, l'astuce, et je trouve assez intelligente qu'ils ont trouvé, c'est que en passant en réalité virtuelle, on change de point de vue. Donc on change de point de vue régulièrement dans la réalité virtuelle, ce qui est quand même un peu étrange parce que du coup on est comme si on était un corbeau, après on est comme si on était un voyeur, et après on est comme si on était le futur mort en fait. Mais on se voit pas nous-mêmes. Donc ça c'est une question que je voulais te poser. C'est avez-vous débattu sur est-ce que je vois mon corps, parce que là en gros vous êtes un ghost, quoi, comme on appelle en réalité virtuelle. Vous êtes dans la scène, mais quand vous regardez, vous voyez rien au niveau de votre corps. Est-ce que ça a été discuté, ou parce que vous auriez pu, même si c'était pas une économie vous auriez pu créer spécialement un corps pour la réalité virtuelle. Oui, de toute façon, on a créé des choses. Ouais. Par exemple, vous n'avez pas fait les radins à dire. Non. Non, c'est pas une question de radin. Non, mais par exemple, l'arbre, on a créé un arbre en 3D parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. La même chose pour les oiseaux. Les oiseaux, tous les vols d'oiseaux, on les a fait sur Maya en 3D, puis ensuite on revient à la 2D. Donc on a quand même créé des choses spécifiques pour. Non, mais après c'est des volontés. On rentre dans le. Je suis pas. Il faudrait interroger Michel et Ori sur tout ça. Ils sont passés par plein de stades de réflexion. On a aussi pensé. Forcément, une des premières choses auxquelles on peut penser, c'est d'être tout le long de l'expérience à la place du futur cadavre. C'est-à-dire voir ces gens qui viennent vers vous. Vous regardez, puis voir des soldats ou je ne sais qui arrivent vers vous, qui commencent à tendre des fusils et à vous abattre. Ça aurait pu être... Ils n'ont pas voulu partir là-dessus, ils sont vraiment insistés sur ce changement que tu décris très bien, à la fois ce changement de point de vue, parce que pour eux, il y avait... C'était pas le côté impressionnant de l'expérience qu'ils voulaient, mais vraiment une réflexion sur le voyeurisme. C'est pas du voyeurisme, mais en tout cas sur regarder, être passif. Et donc du coup, c'est cette forme-là qu'ils ont choisi au final. Après tout le process par quoi ils sont passés, j'étais pas tout le temps dans leur tête. Oui, mais... j'imagine. Et au niveau de la fabrication, comment vous avez fait pour préserver l'univers graphique en fait, puisque c'est à la base quelle est la technique utilisée pour le court-métrage? Est-ce que tu peux nous parler de la technique? C'est peinture, ce que je disais tout à l'heure. Donc les comédiens sont filmés sur fond vert et puis ensuite on imprime les frames sur papier et on dessine à la peinture sur chaque frame. Voilà. D'accord. Et donc, comment vous avez après transposé ça sur le VR? Je suis pas technique encore une fois, mais en gros, on a repris les animations et il a fallu incurver d'une certaine manière, trouver le bon équilibre pour incurver les personnages, pour ne pas avoir la sensation de plat, voilà. Après, techniquement. Et le décor, vous l'avez refait?
Et le décor, oui, on l'a fait bien sûr. Et on a gardé le même process, mais effectivement, on a fait un décor beaucoup plus grand pour pouvoir mapper tout le... D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une question au fond. Oui, toujours Jean-Michel Cazenave. Ce que je perçois difficilement, c'est comment ce type de production peut survivre à une transposition dans un temps plus long. Je comprends l'expérience sensorielle avec le sol recréé pour avoir les sensations aux pieds, avec tous les truchements que vous avez utilisés pour avoir du décor, changer de point de vue, etc. Ça fonctionne sur 13, 14, je ne sais pas combien il dure. Est-ce que des gens se sont posé la question de la transformation de ces processus-là sur des formats plus longs, 1 heure, 1 heure et demie, comment ça se passe? Pour ce film-là, ça serait un peu ennuyeux. Ça serait vraiment long. Non, mais après, pour l'instant, ce type d'œuvre, je les apparente vraiment à du court-métrage. Entre le court-métrage et l'installation muséale tournée, voilà. Sur le long-métrage en VR, je sais pas, j'ai pas vraiment d'avis. Je pense que c'est insupportable. Dans ce premier sens du terme, je pense qu'on peut pas tenir 1 heure et demie avec un casque. Je sais pas. Il y a eu des expériences, mais pour l'instant, elles sont pas vraiment concluantes. Non, là, on est dans le cadre du court-métrage, ce qui interroge pas mal de choses en termes de production et de diffusion. C'est que, on parlait tout à l'heure de marché et d'économie. Oui, effectivement, les applications VR, on sait que ça a marché. Le jeu vidéo, on sent bien que ça peut marcher. Dans l'écriture narrative, je peux pas dire cinématographique puisque c'est pas du cinéma. Le cinéma, c'est un cadre. Là, c'est pas un cadre. Mais on est exactement comme dans le court-métrage. C'est-à-dire que c'est des œuvres qui existeront par le soutien de dispositifs d'aide publique qui seront diffusés dans le cadre de festivals qui n'existeraient pas sans le soutien du public et de certaines chaînes, puisqu'il y a certaines chaînes qui achètent et qui rachètent. Alors on voit après des expériences en termes de commercialisation, que MK2 a créé la salle VR à Paris au sein du MK2 Bibliothèque. Je suis en lien avec eux pour Nothing Happens, on va voir s'ils le prennent, mais ils recherchent beaucoup d'œuvres, à la fois des œuvres plus, on va dire, ce que j'appelle attraction, c'est-à-dire vivre quelque chose à travers la VR, et puis des œuvres narratives comme celle-là. Mais je pense qu'en termes de marché, je suis pas... Il y a Voyelle qui est là, qui pourrait peut-être nous dire, je sais pas, les chaînes de télé, je sais qu'Arte investit beaucoup sur la VR, mais est-ce que ça deviendra au sein de Arte un pôle grandissant? Je sais pas du tout, mais... Je ne sais pas si Voyelle veut répondre à ce questionnement. Non, mais je te disais Voyelle parce que tu as eu l'expérience d'une chaîne et que je sais que tu aimes... Elle cherche un micro. Non. Ouh là là, c'est bien difficile de se prononcer pour les chaînes parce que je pense que même au sein des chaînes, personne ne sait exactement où ça va. C'est toujours un peu délicat de faire de la pédagogie au sein des chaînes avec on va dire, des interlocuteurs du linéaire traditionnel pour leur faire comprendre qu'il faut aller sur la VR. Après, ça reste une étape et un outil de narration linéaire, de narration qui permet plein de choses. On le voit, l'illustration est magnifique, je trouve, et on voit qu'il y a un mariage, en tout cas évident, à faire entre l'animation et la technologie VR. Pour ce qui est de la stratégie des chaînes en France, à France Télévisions, c'est sûr, on a tenté pas mal, on a tenté des choses. Non, pas mal de choses, faut pas exagérer. On a tenté des gros coups, comme, je donne juste un exemple, mais The Enemy, qui est un projet
très ambitieux, qui a coûté assez cher, qui, grâce à nos amis du CNC, a pu être financé, et grâce à nos amis canadiens d'ailleurs, parce que c'est un projet qui est une coproduction franco-canadienne, et qui est une réflexion autour de la thématique du conflit, enfin de l'ennemi, et à travers les conflits immémoriaux autour du monde, et qui mêle effectivement une expérience immersive, une installation et une application de réalité augmentée. Donc à travers ce projet-là, on va dire en 4 ans de développement et de production, on a testé plein de trucs. Maintenant, arriver à convaincre des patrons de chaîne que c'est là où il faut aller, voilà, nous-mêmes, on n'a pas toutes les clés. En revanche, des expériences VR, tu peux avoir des petites, des moyennes, des grosses, tu peux aller dans toutes les directions possibles. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un marché émergent, il y a un public émergent, il y a des modèles économiques émergents. Ce serait dommage de ne pas s'y essayer. Voilà. Je suis désolée, j'ai aucune réponse à rien du tout. Non, merci. Mais juste tout ça est très excitant. Pour préciser, donc, est-ce que tu peux juste dire qui tu es, parce que peut-être. Pardon. Non, mais. Voyez la Caire. Moi, j'ai passé 15 ans chez le diffuseur, très longtemps en animation, en linéaire et en interactif et en narration digitale, puisque de 2011 à 2016, j'ai co-dirigé puis dirigé la cellule Nouvelles Écritures et Transmédia à France Télévisions. Et du coup, on a eu la chance de pouvoir tester plein de choses et de travailler avec plein de talents autour de ces questions-là. Merci. Mais bon, tout le monde avait vu la conférence StoryCode 1, donc tout le monde te connaissait. Mais bon, au cas où. Du coup, j'ai une question, justement, comme tu le dis, tu n'es pas technique, etc., etc. Mais tu as déjà dit que tu allais faire une deuxième expérience réalité virtuelle. Et tu as aussi dit que tu avais 2 studios, un à Valence et un à Angoulême. Comment envisages-tu la deuxième production de ton court-métrage? Est-ce que tu fais appel à des studios prestataires qui s'y connaissent mieux? Est-ce que tu décides de recruter des gens qui s'y connaissent déjà et qui vont intégrer tes équipes? Ou tu vas continuer la coproduction avec le studio danois? Donc peut-être, voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, en tant que producteur qui est 1.0 et qui connaît que dalle, comment tu vas plonger dans cet univers? Pour l'instant, c'est un peu tôt pour le dire. On est au tout début de l'écriture artistique du projet, donc. Oui, mais tu dois avoir une idée, non? On peut se projeter dans des idées, oui, dans des plans de financement, parce que tout ça, c'est lié aussi à l'argent mais les fonds. En France, on a plusieurs soutiens sur la VR. Le CNC, on vient d'en parler. Il y a aussi les régions, Magélis, qui financent des projets en aide à la production Pictanovo de PIPE, AVR. Pictanovo, je ne suis pas dans la région de France. Il faudrait que tu ouvres un studio à Lille. Ouais, non, je vais arrêter là. Donc oui, il y a des soutiens à la production VR. Donc forcément, on va réfléchir à comment on va organiser la fabrication sur les 2 territoires. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une partie qui sera faite au Danemark. Mais contrairement à la première expérience où on a fait tout au Danemark, là, je pense qu'on fera. Et idéalement, tu préférerais l'intégrer dans tes studios plutôt que de trouver un partenaire? Ouais, moi je préfère toujours intégrer. Parce qu'on va réfléchir ensemble, on va fabriquer. Après, ça ne veut pas dire créer au sein de Miyu un département VR. Il se trouve qu'on a fait on a produit une première œuvre, on va en faire une deuxième. C'est lié au travail de réalisateurs. Voilà, pour l'instant, la VR, je la prends comme ça. C'est-à-dire comme quand elle donne un plus pour moi à l'œuvre, oui, avec plaisir. Après, de là à chercher des projets VR, me lancer dans la VR de façon plus significative, j'y suis pas encore. D'accord, donc on ne peut pas venir comme chez Pixar te présenter chez Oculus. Si. Si, on peut venir. Après, c'est toujours la même chose, c'est les projets qui donnent les envies. Mais en tout cas, voilà, pour moi, je le vois d'une façon plus artisanale, expérimentale et plastique. J'ai un projet que j'espère mettre en place d'ici quelques mois. On a déjà le local, mais c'est de créer la galerie Miyu, qui sera un lieu
une galerie d'art, mais pour valoriser le travail plastique de mes réalisateurs. Voilà, c'est dans ce cadre-là, je voudrais pouvoir montrer des œuvres en VR. Mais pour l'instant, voilà, je suis plus dans une démarche expérimentale et plastique que on parle de The Enemy. Chloé Jarry, qui est la productrice avec qui j'ai travaillé sur plusieurs projets que j'aime beaucoup, elle a une vraie vision, elle sait se projeter dans ce genre de projet, et puis elle travaille avec elle travaille le VR et le documentaire, et je pense que ça, il y a vraiment quelque chose de très beau à faire là-dessus. Moi, c'est plus une idée de gamin de se dire que je trouve ça absolument génial de rentrer dans une illustration. Je trouve ça plus impressionnant que la VR en prise de vue continue, parce que finalement, c'est notre quotidien. Et là, se plonger dans un univers plastique, c'est très étrange. Si vous testez tout à l'heure Nothing Happens, c'est très angoissant aussi d'une certaine manière, hein, puisqu'on perd un peu tout. On a à la fois un rapport très intuitif au monde qui nous entoure, puisqu'on bouge la tête et on voit, mais en même temps, ce qui est autour de nous ne ressemble absolument pas à ce qu'on peut vivre. Donc c'est là pour rejoindre sur ton titre, animation, et je pense qu'effectivement en animation, il y a des choses géniales à faire. Après, je mettrai quand même un point d'interrogation à ton titre, parce que, voilà, comme on ne sait pas trop vers quoi tout ça va... Par exemple, dans le cadre du cartoon form, on peut se poser une question VR et industrie. Voilà, non, alors oui, j'ai mis opportunité créative. Oui, opportunité créative. Oui. C'est ça, c'est juste... pour moi, c'est vraiment l'idée du terrain de jeu expérimental, comme on peut faire de l'animation avec du sable. Certes, oui, c'est pas une industrie, mais là, c'est un nouveau jouet, en fait. C'est sûr, mais quand on voyait tout à l'heure certaines œuvres de Carlos, pour moi, c'est de la sculpture virtuelle, mais on retrouve... Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ou... Ah, il y a une question là. Il y a 2 questions, pardon. Il faut rendre le micro, Jean-Michel Cazenave. C'est très très intéressant, je ne le rendrai pas du tout. Dans ce que vous nous présentez, on est au niveau de l'individu. L'expérience sensorielle, elle est faite pour un individu qui vit cela, même si autour il y a des gens qui regardent ce qui se passe, mais là on change de statut. Dans l'état actuel de vos connaissances sur la VR, est-ce que vous avez des exemples d'expériences collectives, un peu comme d'où part le cinéma en fait, hein, qui est une expérience collective à la base. Tu l'as fait, tu l'as testé, The Enemy ? Non, je n'ai pas pu être à Paris au moment où c'était à l'Institut du monde arabe, mais par exemple The Enemy, voilà, Voyelle en parlera mieux, mais c'est une expérience où on expérimente le dispositif à plusieurs et c'est simultané. On voit les autres se déplacer dans la scène. Après, ils n'ont pas d'interaction. On voit leur corps pour pas leur taper dedans, en fait. Mais donc c'est possible d'être plusieurs dans un même espace. Je crois qu'il y a eu aussi des expériences où chacun a son casque et vit individuellement l'expérience, mais dans une même salle et avec des manières différentes de les lier, hein, c'est ça. Après, il y a une autre œuvre où, par exemple, on est autour d'une table et chacun a le rôle. Par exemple, donc c'est un repas de famille à la Festen, entre guillemets. C'est sympa, voilà. Et en gros, par exemple, moi, si je suis assise là, je suis le petit garçon, il va être la maman. Et donc, on vit une expérience individuelle, mais tous ensemble. Et à la fin, on a vécu la même scène, mais sous différents points de vue. Donc, c'est des manières détournées de créer un moment collectif. Il y avait une autre question, oui. Donc, bonjour, je m'appelle Édouard Bonnet, je suis développeur dans une société qui s'appelle Numix où nous créons des applications de réalité virtuelle et de réalité augmentée ainsi que du e-learning. Donc ma question c'est, en VR, vous parliez de regard, on ne peut pas contrôler le regard de la personne qui est en train de voir en fait le film. Et quel choix vous avez fait ? Est-ce que vous avez souhaité attirer le regard de l'utilisateur donc vers là où vous vouliez qu'il regarde, ou essayer de compléter en tout point de l'espace, créer des animations pour qu'il puisse observer tout ce qui se passe dans ce monde Non, on a voulu créer des points chauds, soit par l'animation, soit par le son, pour quand même indiquer, accompagner le spectateur à certains moments.
Du coup, ça a été un choix dû à la narration de l'histoire, ou vous avez fait ce choix-là Oui, je pense qu'il y a un truc, et c'est peut-être pour ça que d'ailleurs Michel Hury quitte pas le court-métrage, mais il doit y avoir quelque chose de très frustrant pour un metteur en scène dans la VR, c'est que et aussi pour un spectateur. Ça, on rentre dans d'autres considérations, mais moi, de façon très personnelle, quand j'aime être spectateur, j'aime aller au cinéma pour qu'on me prenne par la main et qu'on me montre, qu'on me raconte une histoire. La VR m'incite à être... Alors, il y a différentes VR. Il y a des VR où on est carrément acteur, il y a interactif, et d'autres où on est très spectateur, c'est le cas. Mais malgré tout, on a une indépendance. Et je pense que pour un metteur en scène, en tout cas un réalisateur, c'est très dur. Parce que et quand j'en parle avec Michel et Hury, voilà, ils me disent, bon, quand même, on veut garder la forme court-métrage parce qu'on a quand même envie de diriger, quoi. Donc là, malgré le fait qu'il y ait une certaine liberté de mouvement, elle est quand même limitée, puisqu'on ne bouge pas, on se déplace mais de quelques pas, mais on ne peut pas vraiment... je pense qu'ils ont voulu quand même, eux, à l'intérieur de ça, à la fois amener une continuité narrative, puisqu'on change de point de vue jusqu'à finir dans la fosse, mais aussi à essayer d'attirer l'attention au spectateur pour le focaliser sur certains points, sur certaines animations, sur certaines choses à observer. Et ils se sont aussi aidés de la brume pour cacher ce qu'ils voulaient cacher. Et c'est toujours bien la brume. Voilà. Dernière question de ma part. C'est la fameuse question de l'installation. Non, mais pourquoi vous avez voulu créer une installation? En gros, vous avez... je vais être un peu... Vous avez mis un tas de terre par terre. Non, en quoi ça a apporté quelque chose, d'après vous, à l'expérience, qu'il y ait une installation? Alors moi, je ne l'ai pas expérimenté, déjà, parce que la première fois qu'on l'a installé, c'était à Annecy, et il y avait tellement de queues que je n'ai pas voulu passer devant les gens pour... Et puis la deuxième fois, c'était Venise, mais je me suis marié à ce moment-là. Donc, mais super, en tout cas, les gens qui l'ont testé, apparemment, ça amène vraiment pour l'utilisateur quelque chose en plus, une sensation qui est pour le coup réelle, alors qu'on a la tête dans le virtuel. Après, ça c'est la première chose, c'est le spectateur dans son expérience à lui. Et après, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais c'est regarder, être regardé, et plus l'installation est visible, esthétique, prendre la place, plus le spectateur, plus les gens qui sont autour regardent l'utilisateur comme faisant partie d'une performance, puisque après on a d'autres installations où on voit ce que le spectateur voit, ce qui est moins fort, mais voilà. Mais du coup, ça, c'est joli. C'est joli. Merci beaucoup. De rien. Bravo. Une dernière question, intervention. Juste, pardon, c'est juste une réflexion qui permet d'ouvrir le débat, mais ça permet de reboucler avec la question tout à l'heure sur les modèles économiques et les stratégies et tout ça. En fait, il y a une grande tendance en ce moment sur les œuvres VR qui est à mixer, enfin c'est aussi en relation avec ce qu'on appelle la mixed reality, qui est en fait de créer des installations où on va, en plus d'avoir quelque chose dans les yeux, ressentir quelque chose physiquement. Donc il y a quelques œuvres là qui tournent dans les festivals et dont on parle beaucoup, et on pense que c'est une nouvelle voie pour la VR, y compris en termes de modèle économique. Alors on s'entend, on est sur des choses très très émergentes, mais si on réfléchit, il y a pour la VR en fait deux façons on va dire de générer des revenus. Il y a la façon online qui va être de je vends mon œuvre à une plateforme, et puis il y a tout ce qui est en train de se créer, mais c'est vraiment encore une fois balbutiant, qu'on appelle le location based. Tu évoquais tout à l'heure les salles de cinéma VR, donc le MK2VR à Paris, mais il y a aussi la Géode, et je sais qu'il y en a dans pas mal d'autres villes qui sont en train de se développer. Et ça, en fait, c'est un autre marché de la distribution de ces œuvres VR.
on parle d'installation muséale, mais ça peut être tout ce qui va être parc d'attractions, salle d'arcade, salle de jeu, tout ce qui va être de l'ordre de l'événementiel. Et je ne parle que de l'audiovisuel, bien évidemment, puisqu'on sait que la VR se développe aussi dans plein d'autres domaines de l'industrie. Voilà, c'était juste pour répondre un tout petit peu à ta question. C'est parfait, c'était là où je voulais en venir aussi, donc très bien, parfait. Merci beaucoup à tous, merci Emmanuel Alain, merci Carlos qui n'est plus là, merci aux questions et aux interventions. Juste un dernier petit mot avant de pouvoir aller boire un verre, expérimenter donc les œuvres de Oculus Story Studio et de Miu Productions. Donc je suis désolée, on n'a que 2 casques, mais bon, c'est déjà pas mal. Hein. Un HTC Vive et un Oculus pour pouvoir tester ça. Donc il y aura ce sera des Happy Few qui pourront tester. Donc ce dernier petit mot, c'est pour vous parler de Storygraph, des Storygraph. Donc c'est notre association. Je remets une couche pour que tout le monde connaisse et soit au courant de nos ambitions futures. Notre ambition, c'est de promouvoir les nouveaux médias narratifs et pas que la réalité virtuelle. C'est aussi le cinéma interactif, la BD interactive, les applis, etc., etc. C'est en gros toutes les œuvres narratives, la continuité de l'audiovisuel augmentée par le numérique et le fait qu'on puisse interagir avec l'œuvre. Et donc on souhaite créer un réseau professionnel international. On a déjà un membre qui est au Québec. Voilà, on commence. On veut créer un festival des nouveaux médias narratifs avec un hackathon et des résidences d'écriture et de prototypage. Donc nous commençons aujourd'hui à ouvrir les adhésions. Donc si vous voulez soutenir notre démarche et faire partie des Storygraph, n'hésitez pas. Pauline sera dans un coin pour inscrire vos adhésions. Voilà, merci beaucoup et passez une bonne soirée. Il y a pour les gens du Cartoon Forum, il y a une soirée au bikini. Je suis désolée pour les autres, hein, c'est un peu... ça nous sépare, mais bon, voilà. Après, nous, on a un petit apéro, peut-être un peu moins spectaculaire, mais c'est déjà ça. Voilà, à bientôt.